Pourquoi ne fais-tu pas ce que tu sais que tu dois faire pour atteindre tes objectifs? Pourquoi, alors que tu sais exactement ce que tu devrais faire pour ton équilibre physique et psychologique, tu fais tout l'inverse de ce que tu dois faire pour te sentir bien? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs raisons à cela et quelles stratégies tu vas pouvoir adopter pour les surmonter. Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si tu as remarqué, mais on en parle souvent dans les médias de développement personnel, du fait qu'on sait ce qui nous ferait du bien, mais on ne le fait pas. Et c'est quelque chose de très courant en fait. C'est très humain finalement de faire des choses qui ne nous correspondent pas, alors même qu'on sait exactement quelle chose pourrait nous faire du bien ou pourrait nous faire nous sentir bien. Et du coup, j'avais envie de te partager quelques pistes pour mieux comprendre ce phénomène. Première chose, c'est la dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive, c'est une tension intérieure qui survient quand nos actions sont en contradiction avec nos croyances et nos connaissances. Par exemple, j'aimerais bien apprendre le violon, mais j'ai la croyance qu'à l'âge que j'ai, je suis incapable d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et il y a souvent ça, il y a souvent des personnes qui disent « Oh, je rêverais de faire ça, et oh non, je suis trop vieille pour le faire, ou je suis pas assez qualifiée, j'ai pas assez de compétences pour le faire, j'ai pas le diplôme pour le faire. » En fait, tu le fais pas parce que tu te convaincs toi-même par tes croyances et par tes connaissances que comme la majorité des gens ou les gens que tu connais ont eu tel diplôme pour faire telle chose, et bien toi tu t'interdis même d'essayer parce que t'as pas le diplôme. L'autre jour j'étais avec une cliente et elle me disait l'été je fais animatrice dans les colonies de vacances. Et je dis ah bah tu as ton BAFA alors. Elle me dit non pas du tout, il n'y a pas besoin du BAFA forcément pour être animatrice en colonie de vacances. Je dis ah bon, je croyais que le BAFA était obligatoire. Elle me dit en fait le BAFA il faut qu'il y ait 3 animateurs sur 5 qui doivent avoir le BAFA, mais c'est pas obligé que tout le monde ait le BAFA. Et donc je me disais, moi j'avais la croyance qu'il était obligatoire d'avoir le BAFA pour faire ce genre d'activité en centre de loisirs ou dans les colonies de vacances, etc. Même si c'était pas un de mes objectifs, mais admettons que j'aurais voulu devenir animatrice dans une colonie de vacances, eh bien j'aurais même pas cherché à l'être sans avoir le BAFA. Donc je me serais peut-être mise la barrière de bah non j'ai pas le BAFA donc je peux pas y aller. Elle y est allée au culot, elle a demandé, ils lui ont demandé si elle avait de l'expérience, elle a dit que oui et elle a été prise. Et c'est à force de persévérance comme ça et puis de ne pas avoir des idées reçues ou des croyances sur les choses qu'on ose faire les choses et qu'on ose y aller. Du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on a des croyances comme ça ou des connaissances restreintes par rapport à quelque chose, eh bien, on se contente d'adopter des comportements contraires qui sont parfois plus faciles à adopter, surtout s'ils sont associés à des habitudes enracinées ou à une gratification immédiate. Admettons, moi, par exemple, dans mon métier, je veux devenir coach de vie. Je suis en train de me former à ça, je suis en train d'expérimenter tout ça et j'aurais très bien pu ne jamais me lancer si j'avais gardé la croyance que je suis pas légitime, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'expérience, voilà, j'aurais très bien pu garder ces croyances-là et me dire bah non, je vais pas être coach de vie parce que j'ai la croyance que je ne suis pas assez légitime pour être coach de vie. Et donc j'essaye même pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais plutôt aller continuer de chercher des jobs dans l'assistanat administratif parce que j'ai 15 ans d'expérience là-dedans et que c'est ma zone de confort. C'est vraiment l'aspect en fait de rester dans sa zone de confort, d'avoir cette tension intérieure qui te dit bah non là t'as pas les compétences, là t'as pas les capacités, là en fait il y a personne qui est allé avant toi. Donc finalement t'essayes même pas et puis tu restes dans ta zone de confort, dans ce que tu connais, dans tes habitudes. Donc ça peut être une des raisons qui fait que tu sais ce que tu dois faire pour atteindre un objectif, mais que tu ne le fais pas. La deuxième raison, ce sont les habitudes et l'inertie. Les habitudes. C'est terrible les habitudes, surtout quand ce sont des habitudes qui nous apportent du plaisir. Je vois, je mangeais énormément de chocolat, des tablettes de chocolat, je grignotais énormément, et donc je savais très bien que c'était nécessaire si je voulais retrouver une silhouette convenable ou une silhouette où je me sentais bien, fallait que j'arrête tous ces grignotages, mais j'y arrivais pas. Et parce que le plaisir était plus fort que le besoin de me sentir bien dans mon corps.
Et c'est quand j'ai commencé à ne plus pouvoir utiliser mon corps comme je le souhaitais, quand j'ai commencé à avoir vraiment des grosses contractures musculaires, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, que je me suis dit, si je deviens prisonnière de mon corps, il n'y a même plus de plaisir à manger du chocolat en fait. Et c'est ça qui m'a fait changer mes habitudes. Et les habitudes, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour t'empêcher de faire ce qu'il faudrait que tu fasses pour être bien et qui te garde dans une zone de confort où il y a le plaisir immédiat, le bon goût. C'est délicieux sur le coup. Et après, tu as la grosse culpabilité qui vient ou alors tu as les douleurs qui viennent avec et c'est absolument insupportable. Donc, les habitudes et l'inertie, ça peut vraiment être une des bonnes raisons qui te fait ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire pour aller mieux. La troisième raison, c'est la régulation émotionnelle. Il y a des fois, on peut se sentir stressé, on peut se sentir fatigué et du coup, on se dit bah non, je vais pas faire du sport là parce que je me sens pas bien, je me sens fatigué. Et donc, on a tendance à s'enfoncer dans son canapé et à regarder une série Netflix ou regarder son téléphone. Et ce qui nous semble être réconfortant à court terme, nous empêche finalement de créer un bien-être émotionnel à long terme. Parce que regarder des séries toute la journée, ou regarder son téléphone toute la journée, des petites vidéos courtes là, amusantes et tout, moi ça me plombe le moral. De fou. Au départ, on rigole. Puis après, quand on constate qu'on n'a rien fait de sa journée, qu'on n'a rien accompli, on n'a rien fait dans sa maison, enfin, il n'y a rien de concret de fait, en fait. On a juste donné son temps à des vidéos qui nous faisaient rire. Et moi, franchement, moi, personnellement, je me sens mal. Mais sur le coup, comme j'ai pas réussi à réguler mes émotions, je me suis plongée dans ce qui était beaucoup plus facile pour moi de faire. C'est-à-dire, t'as pas besoin de penser quand tu regardes une série, t'as pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, tu t'évades. La quatrième raison, ça peut être l'auto-sabotage. En fait, sans t'en rendre compte, tu vas avoir des comportements ou faire des actions qui vont t'auto-saboter. Ça va te créer des échecs, ça va te prouver en fait que ça peut pas réussir ou que ça va échouer, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est ta peur de réussir qui te fait te comporter de telle ou telle manière. C'est souvent dû à un manque d'estime de soi et la peur du changement. Alors pour ma part, l'auto-sabotage, je faisais des actions complètement à l'opposé de ce que j'étais censée faire pour atteindre mon objectif, parce qu'en fait, je crois que j'avais peur de réussir, et j'ai toujours peur de réussir, mais je me dis que, puisque c'est mon rêve, faut que j'aille au bout, faut que j'aille à fond. Donc du coup, j'ai changé ma façon de voir les choses, je me suis mise moins de pression aussi, et ça a fortement diminué l'auto-sabotage que je m'infligeais. La sixième raison, c'est la gratification différée. C'est-à-dire qu'on choisit souvent des choses qui vont nous apporter un bénéfice immédiat plutôt que de s'obstiner à vouloir continuer vers un chemin où on sait que la gratification, elle sera à long terme, elle sera obtenue dans beaucoup plus longtemps. Par exemple, mon rêve à moi, c'est de devenir coach de vie dans le développement personnel, enfin de travailler dans le développement personnel, d'offrir des accompagnements en ligne et voilà, de faire un business que de ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, forcément, pour faire ce business-là, il allait pas être rentable tout de suite, il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Ça commence à venir dans le bon sens, mais quand j'ai démarré, ça ne rapportait rien. Donc forcément, j'avais beaucoup plus de facilité à aller chercher la récompense immédiate d'un salaire de revenu dans quelque chose qui n'était pas mon rêve, mais qui me permettait d'obtenir de l'argent. Donc une récompense immédiate, une gratification immédiate. C'est comme si tu veux obtenir des compliments, tu vas plus t'orienter vers quelque chose que tu connais déjà, que tu maîtrises déjà, plutôt que, admettons que tu es un as en guitare, tu fais un spectacle à la guitare et les gens vont être incroyablement satisfaits de ta prestation, etc. Mais si tu commences à vouloir t'orienter vers un autre instrument de musique ou te mettre à chanter, mais que forcément il faut le temps que tu apprennes le chant, que tu apprennes à chanter, etc. Et que tu vas traverser certaines critiques avant de devenir quelqu'un de reconnu, tu vas beaucoup plus facilement reprendre ta guitare que de te mettre à chanter devant les gens. Même si tu sais dans ton fort intérieur que de reprendre le chant va t'ouvrir d'autres portes et que tu vas devenir vraiment un artiste à succès, tu vas continuer de te développer dans la guitare, d'accompagner des groupes par exemple, parce que tu sais que les gens seront satisfaits de tes prestations parce que tu connais, parce que c'est ta zone de confort. Il y a toujours quand même cette histoire de zone de confort à chaque fois. Quand tu sais ce que tu dois faire pour atteindre un certain objectif mais que tu ne le fais pas, c'est que c'est toujours plus confortable de rester dans sa zone de confort, dans l'espace qu'on connaît, plutôt que de s'engager dans l'aventure d'un nouvel espace qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et qui nous apportera aucune gratitude immédiate, qui ne nous apportera aucun bien-être à court terme, qui ne nous apportera aucune émotion positive au départ, parce qu'on est dans l'apprentissage, on est dans la formation, on est dans
dans le dur un peu. Donc c'est toujours plus difficile d'avoir quelque chose de plaisant, d'agréable quand tu es dans l'expérimentation, quand tu es au début de l'apprentissage. La 6e raison, c'est les schémas psychologiques. Certaines personnes ont des schémas de pensée où elles se confortent dans le fait qu'elles ne peuvent rien changer à leur situation, qu'elles ne valent rien, qu'elles n'ont que des problèmes, qu'elles ont la poisse, qu'elles ont la malchance. Mais en fait, c'est juste un schéma de pensée. C'est-à-dire que comme elles restent dans ce schéma de pensée, elles peuvent rien voir d'autre non plus. Et elles peuvent pas transformer ces pensées pour créer une nouvelle réalité. Elles sont comme conditionnées et refusent de modifier, comme si ça leur ferait plus mal de voir qu'il y a une autre réalité qui existe, mais qu'elles se sont enchaînées pendant des années à une certaine réalité. C'est comme si elles avaient peur de vivre quelque chose de mieux, comme si elles avaient peur de vivre une meilleure vie. Et souvent, ces personnes-là, on peut pas les aider si elles-mêmes ne prennent pas la décision de vouloir changer ça. Peu importe le coach, le thérapeute, tous les livres de développement personnel, ça n'aura aucun impact sur ces personnes-là tant qu'elles n'auront pas pris la décision que ça peut changer et s'autoriser à ce que ça peut changer. Alors, dans les stratégies à adopter pour pouvoir surmonter tout ça, la première chose, c'est de prendre conscience des schémas et des déclencheurs. Alors pour ça, il va falloir que tu reconnaisses les moments où tu agis à l'encontre de tes besoins. Est-ce que dans ces moments-là, où tu agis à l'inverse de ce que tu aurais besoin de faire pour te faire du bien, pour ton bien-être, note pour quelles raisons tu choisis d'adopter ce comportement à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu es stressé? Est-ce que c'est parce que tu es frustré? Et si jamais l'effet déclencheur, c'est la fatigue, le stress ou la frustration ou autre, eh bien ça va te permettre d'anticiper qu'à chaque fois que tu commences à vouloir faire quelque chose qui va à l'encontre de tes besoins, tu puisses analyser que c'est parce que tu es stressé, fatigué, etc. et éventuellement anticiper pour faire en sorte de diminuer le stress, la fatigue, etc., etc. En mettant le doigt sur le déclencheur, tu vas pouvoir créer une dynamique qui va t'empêcher d'être dans l'effet du déclencheur pour te permettre de répondre à tes besoins et non pas de répondre à l'effet déclencheur. La deuxième chose, c'est de décomposer les objectifs. Dans la loi de l'attraction, l'idéal, c'est d'avoir une vision large, une grande vision. Tu as un grand objectif, un grand rêve à réaliser. Mais forcément, si tu penses déjà à l'objectif atteint, tu vas te dire, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à ce rêve, je vais jamais atteindre ce rêve, c'est pas possible. Mais pour atteindre ce rêve, il va y avoir des étapes. Et c'est là-dessus que tu vas te concentrer. Regarde les différents objectifs que tu vas pouvoir faire, des plus petits objectifs, qui vont sur le chemin de ton grand rêve, de ton grand objectif, de ta grande vision. Et en listant tous les petits objectifs intermédiaires, ça va te permettre de monter les marches l'une après l'autre et pas d'être en bas de l'escalier et de te dire pour arriver en haut des 250 marches, ça va être compliqué. Tu vois, la première marche, c'est ton premier objectif. En général, une marche, on arrive à le faire beaucoup plus facilement. Par exemple, si tu veux te mettre au yoga, tu sais que le yoga, ça te fait du bien, tu veux te mettre au yoga. Mais tu te dis, non, mais le matin au réveil, parce que moi, je transmets souvent des vidéos où je le fais le matin parce que je peux me le permettre. J'ai un métier avec des horaires flexibles et donc c'est facile pour moi de pouvoir faire du yoga le matin. Mais forcément, quand j'étais salariée, j'aurais été incapable de faire le yoga le matin. Déjà, je me levais juste à l'heure pour manger, prendre ma douche, m'habiller et partir. Donc je peux comprendre que les gens le matin, c'est un peu compliqué de pouvoir faire du yoga. Et souvent le soir, ils rentrent du travail et ils sont crevés, ils ont envie de tout sauf de faire du yoga, ils ont plutôt envie de se mettre dans le canapé et de regarder la télé. Et en fait, c'est parce qu'ils se disent, le matin ils se disent j'ai pas le temps, et le soir ils se disent j'ai la flemme parce que ça va être long, parce qu'il va falloir que je mette ma tenue, parce que bon, le yoga tu peux le faire en pyjama. Ça c'est déjà une chose. Moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire du yoga en pyjama parce qu'effectivement le soir je suis souvent fatiguée. Et ce qu'il y a de bien, surtout si tu as du mal à dormir, c'est que le yoga, surtout le yin yoga, il est super efficace pour améliorer l'endormissement. Donc, tu te mets en pyjama, tu fais du yin yoga, il y a très peu d'efforts et en plus, tu as des séances très courtes. Donc, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure. Le soir, normalement, t'as pas un train à prendre. Donc, ça, c'est formidable pour le soir. Et puis, le matin, tu peux faire 5 minutes, 10 minutes et tu peux le faire au saut du lit, encore en pyjama, juste avant de prendre ta douche. Tout est possible en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on se met des barrières imaginaires parce qu'on se dit que c'est pas flexible. On croit que c'est hyper rigide, que faut en faire tous les jours, faut en faire tant de temps par jour parce que sinon il y aura aucun résultat. Ouais, mais si tu dis ça, que tu te mets la pression et que finalement t'en fais jamais, il y aura encore moins de résultats. Donc vaut mieux faire des petites séances au départ et les augmenter au fur et à mesure. La troisième chose à faire, c'est d'utiliser la technique des 5 minutes. Alors ça consiste en quoi? C'est-à-dire que quand t'es pas motivé,
quand tu vois la montagne de trucs à faire et que tu te dis non mais je vais jamais réussir à faire ça et du coup tu te démotives dès le départ et tu le fais pas du tout, donne-toi la technique des 5 minutes. C'est-à-dire que tu te dis je m'y mets 5 minutes, je me mets dedans 5 minutes et puis si j'ai envie d'arrêter au bout de 5 minutes, et ben j'arrête au bout de 5 minutes. Et en général, quand tu commences, tu te laisses 5 minutes. Quand tu commences, tu enclenches la machine et ça te motive à continuer. Et finalement, tu fais souvent bien plus que 5 minutes et tu arrives à faire ton objectif de la journée. Bon, la quatrième solution, c'est forcément de changer ses habitudes. Ça, je trouve que c'est le plus difficile à faire. Parce que quand les habitudes sont bien ancrées, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Là où j'ai réussi à changer mes habitudes, c'est quand les nouvelles habitudes m'apportaient un bénéfice plus grand que mes anciennes habitudes. C'est-à-dire que le plaisir, au final, fallait qu'il soit plutôt à court terme, que ça puisse vraiment m'apporter quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé avec l'alimentation. Moi, je grignotais beaucoup. Je mangeais comme je pouvais manger quand j'étais jeune. Et voilà, mon corps change, n'est-ce pas, en vieillissant. Et il y a des aliments que je ne supporte plus. Et j'avais pas pris conscience qu'en fait, ces aliments me provoquaient des douleurs musculaires, me provoquaient des douleurs articulaires. J'étais une vraie mamie. Je pouvais pas mettre mes chaussettes. Enfin, c'était une catastrophe. Et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui étais souple. Même faire du yoga, ça devenait très compliqué parce que j'avais mal. Et en fait, c'était dû aux aliments. À partir du moment où j'ai changé 2 ou 3 choses dans mon alimentation, je n'ai plus jamais eu les douleurs musculaires. Donc l'habitude a été très facile à prendre parce que le bénéfice a été immédiat. Donc essaye de trouver une habitude, des premières habitudes où il va y avoir un bénéfice immédiat qui va te permettre d'avoir envie de continuer cette habitude-là. Si ta nouvelle habitude a plus de bénéfices que ton ancienne habitude, en l'occurrence moi, plus de douleurs contre des douleurs avec mon ancienne habitude, la nouvelle habitude a été très facile à prendre. Il y a aussi la pratique de l'autocompassion. Alors si t'es comme moi j'avais tendance à me mettre des listes énormes d'objectifs, des to-do list à rallonge et à la fin de la journée, j'étais pas contente de moi parce que j'avais pas fait la moitié de la to-do list. Mais comme la to-do list n'était pas réaliste, forcément, j'étais déçue et du coup, je faisais plus de to-do list et je faisais plus rien en fait. Et c'est en discutant avec mon chéri qu'il m'a fait prendre conscience que je me mettais des objectifs trop grands, que c'était pas parce que j'étais nulle ou c'était pas parce que j'étais lente ou pas parce que j'étais incompétente que j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, c'était tout simplement parce que ce n'était pas humain. Un humain normalement constitué ne pouvait pas atteindre autant d'objectifs en une journée. Donc j'ai revu à la baisse le nombre d'objectifs à la journée. Et ça m'a permis de boucler mes objectifs en fin de journée et d'être fière de moi. Éviter de se juger, réadapter les choses de façon à ce qu'on ait l'impression de réussir et pas d'être en échec. Ça va permettre de continuer d'avancer sans se sentir frustré, sans perdre de l'estime de soi ou la confiance en soi. Alors la 6e chose que tu peux faire, ce serait d'établir des rituels. Alors moi, le rituel que j'avais établi et que j'ai repris là, c'est le Miracle Morning. Ça me dure à peu près entre 30 minutes et 1 heure le matin. Comme je te dis, j'ai la chance de pouvoir adapter mes horaires, mais tu peux très bien avoir un rituel le soir par exemple. Et donc moi, mon rituel, c'est de la lecture, de la méditation, du yoga, de la visualisation. Je sais pas si j'ai dit journaling. Enfin bon bref, j'ai quelques exercices comme ça que je fais le matin et ça me permet de démarrer ma journée d'une façon beaucoup plus sereine, l'esprit beaucoup plus ouvert, détendu, tranquille, où je peux attaquer ma journée de façon beaucoup plus sereine. Ce petit rituel-là, il me met vraiment dans des conditions positives pour pouvoir atteindre mes objectifs de la journée. La 7e chose, c'est de comprendre tes motivations profondes. Pour quelles raisons est-ce que tu veux faire ces choses-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter comme bénéfice? Par exemple, si tu sais que ce serait bien pour toi d'améliorer ta condition physique, pour quelle raison profonde, quelle motivation profonde as-tu par rapport à ce changement physique que tu vas avoir? Moi personnellement, j'ai jamais voulu trop grossir parce que j'avais l'envie profonde, le besoin profond de toujours rester souple et dynamique parce que j'ai toujours aimé m'amuser avec mes enfants, j'aimais bien jouer avec mes enfants et donc c'est quelque chose qui me motivait profondément. Donc je me suis jamais laissée aller à grossir. À chaque fois que j'ai commencé à grossir, j'ai essayé de trouver des solutions pour comprendre pourquoi je grossissais, etc., etc. Donc là, avec l'hypothyroïdie que j'ai actuellement, ça impacte mon poids. Mais voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux pour ne pas augmenter en poids, pour pouvoir rester dynamique et pouvoir faire absolument tout ce que je veux et ne pas être prisonnière de mon corps. La 8e chose que tu peux faire, c'est de visualiser le résultat. Alors ça, j'adore. Je me suis fait une visualisation audio où je me vois déjà réalisant mon objectif final et les conditions de vie que j'aurai quand j'aurai réalisé mon objectif final. Final pour l'instant, hein, parce qu'une fois que j'y serai rendu, j'aurai sûrement d'autres objectifs. Mais en tous les cas, ça permet vraiment de rester dans une dynamique
positive, une envie d'avancer. Tu peux aussi créer un système de récompense, c'est-à-dire que si tu as réussi à faire ta to-do list, si tu as réussi à atteindre tes objectifs du jour, de la semaine, eh bien tu peux t'autoriser à par exemple faire une balade ou aller te payer un cinéma ou alors aller te payer un resto. Enfin, offre-toi une récompense qui te fasse plaisir pour te motiver à réaliser les prochains objectifs. Et enfin, la 10e chose, c'est de chercher du soutien. C'est sûr que quand on est tout seul et qu'on essaye de se motiver tout seul et qu'autour de nous, les gens sont soit pas dans les mêmes situations ou n'ont pas la même envie que toi de changement, ça peut être compliqué de faire les choses. Par exemple, si tu as besoin de changer tes habitudes alimentaires et qu'autour de toi, les gens mangent n'importe comment, ça va être compliqué de pas faire comme tout le monde en fait. Donc essaye de t'entourer de personnes qui vont pouvoir te motiver dans le sens où tu veux aller, dans la direction où tu veux aller. Ça peut être des personnes sur les réseaux, ça peut être des amis. Par exemple, tu veux te mettre au sport, mais t'as pas envie de faire de sport tout seul, tu trouves un ami qui est aussi motivé que toi pour faire du sport et puis vous allez au sport 1 fois, 2 fois par semaine. Et comme ça permet d'enclencher la machine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à comprendre pourquoi tu sais ce que tu dois faire mais que tu ne le fais pas. Et de quelle manière tu peux réussir à faire ce que tu dois faire pour ton bien-être et aller jusqu'au bout de tes objectifs. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Tu pourras retrouver un article dédié à cette vidéo sur mon site internet www.lilyorganizer.com. Et en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Salut!